Merci beaucoup. Yeah, so I will continue in English because I had French in the school, but I do not want to bother you with my talent there. So, yeah, thank you very much, Didier and Charles, for the invitation. And I'm looking very much forward to discuss with you today the European perspective in terms of quantum computing. I already switched a bit the title because it's not anymore about if quantum computing is there, but when we can use it and how to start with it. So it's more about how to get the economy quantum ready. And you all know we are living in quite challenging times. So our economy builds on industries that are quite old. I'm coming from Germany. Maybe you have heard of the German automotive industry that is struggling a bit. At the moment, we have the steel industry in Germany that is also struggling. So everything not really future-oriented. Our challenge today, of every one of us, is to transfer our old economy into a new one. And one of the solutions to transfer the old economy into a new one, a new competitive one, a new sovereign one, a new secure one, is quantum technologies. And I think you all are here because you have already heard about quantum. So you know something is coming up. You can do something with quantum computing. And you are willing to take the next step. So we all accepted this challenge to transfer our old economy into a new one. So I think you have heard of the great potential of quantum computing for the industries, and these are just a few examples how quantum can help your industry to become a future-proof new industry. For example, renewable energy grids can be optimized. E.ON is already working on this. Risk analysis or credit scoring is something. Maybe you have seen these HSBC news. They use the quantum computer for bond trading, not as they claimed in real time and everything. It was only outsourced to the QPU and then back into the system, but there was already a good feeling of an advantage for quantum computing. Yeah, and there are so much more applications for healthcare, like cancer detection, for the semiconductor industry, even if the semiconductor industry says, yeah, quantum is all semiconductor technologies, all chips. No, they can also benefit from quantum in the end. Also the automotive and manufacturing industry, like optimizing the trajectory and the movement of robots, for example. And yeah, there are many more. We are also facing a huge challenge at the moment in terms of defense and security. And also there you see a lot of use cases for quantum computing, but also for quantum sensing and quantum communication and cybersecurity. So it's very promising what quantum can do. And I will show you in a second what commitment we see from the European Commission, from NATO, from the different member states to get the economy, the military and everything quantum ready. So why should I start now? I think this is a very good argument because we have already a societal impact of quantum technologies. Quantum is already creating jobs. I'm paid by quantum. Some of you are as well. So this is a very good argument, and we will create even more jobs in the future, in the near future. Plus the economic impact. So there is a study that in the UK, quantum can in the next 10 years contribute with up to 5% of the GDP, which is a lot. So it's very promising and a good reason to start already today to explore quantum. This is why we started QBN, so the Quantum Business Network, already more than 5 years ago. During COVID, we built QBN, so a global industry network for quantum technologies, to provide everyone from the quantum vendors to the end users, governments, investors, and so on, with supportive structures, with hands-on support, collaboration opportunities, access to finance, and so on. And I studied physics, but I never thought I would be 90% in politics in the end. So yeah, but I really like it because they already start
to understand the importance of quantum, and they are really willing in discussing with us how they can help us to get quantum fly. But it's not about QBN, it's about the people and the companies that are driving the quantum revolution. So we already have more than 100 members that drive commercialization and industry adoption from all pillars of quantum technologies. So quantum communication, cybersecurity, sensing, imaging, quantum computing, hard and software. We have also a lot of R&D, component suppliers, material suppliers on board, and of course investors and additional networks that can help you accelerate quantum in the end. This could be also a good argument for you. So quantum already created 1 billion in revenue this year, and the year is not over. There is a market potential in the next 10 years for quantum of up to 100 billion euros. So another very good argument. And the economic value, so how quantum can contribute to our societal and economic challenge, is 2 trillion by 2035. You can also see a lot of countries already investing in quantum. So we have 88 billion invested or allocated in different quantum technologies and their adoption. And you can also see the split between the public funding and private funding. So as soon as investors, private investors, are starting to invest in a technology, they usually expect an economic outcome. So should you. Sorry? Why China is in there? Because they are moving far faster than the other? Yep. Yeah, and we have many startups, many quantum vendors in the world that are already working on quantum, and already more than 200 enterprises that are exploring what they can do with quantum. So this is another very good argument. And among all these quantum vendors, we see a split of around 50% working in quantum computing. It's 30% or no, 20% in quantum communication, so including cybersecurity, PQC, and I think it's 13% in quantum sensing and 19% in quantum enabling technologies. And France is already very good on track from our perspective. So you have here 15% of the global talent and a lot of startups that are working on this technology. This is a breakdown of the investment landscape at the moment in quantum. So we are already a bit advanced. So we already reached the 2 billion this year. But as mentioned, it's a very good argument to, if investors start investing in quantum, to think about how I can use quantum or invest in quantum. If we are looking in, on this breakdown, in which quantum technologies Europe is investing a lot, is in the first place quantum cryptography. I think it's very important to be secure in the end. I mean, you have all seen probably the news, or maybe experienced the news about Cloudflare today. So there was a huge breakdown of many sites. They were not available. X, ChatGPT, and so on. They were all not available. So it's worth to invest in cybersecurity. And PQC is one of the solutions. Yeah, we also see a lot of investments in quantum computing and processors and in quantum computing software. So this is an overview of some works about algorithms that could break the RSR encryption. So you see in the blue bubbles are old works from different research groups, and you see that the physical amount of qubits you need to break the RSR is much higher than the last work. So it's this one here, the newest one from May this year from Google Quantum AI is there you only need 1 million qubits to break the RSR encryption, while the older ones need tens or 100s of millions of qubits. So why I'm showing you this?
because everyone is talking about how quantum GPUs advance and how I can get more and more qubits on the chip. But the question is, maybe the algorithms can be much better in the future and can also lower the barrier of what I can use in the end. So the question is, can we get even below this for RSR? And can we do the same then for other applications as well? If we are looking on the roadmaps, it's not updated numbers, but yeah, you see that we will reach, probably we will reach this point in 2030, around 2030. So it's a very good argument to already start securing your infrastructure, your data and everything, because you need some time to transfer to PQC in your infrastructure. The German Armed Forces say at least 7 years. I don't know how it's for your company, but it would be already too late if you start today. The NIST, so the National Institute of Standards and Technology, said that they would like to avoid in 4 to 5 years the RSR encryption completely, and they do not allow RSR anymore in 10 years. So they strongly recommend to transition to PQC within this time period, and the European Commission and all the member states are recommending the same. But again, remember also for the other applications, it's important to also work on the other algorithm side, to work on the applications to see if we can get the qubit number down that is needed to get the real advantage in the end. I'm always asked, yeah, but when can we expect the quantum computer, this useful holy grail with 1 million qubits? I don't know, no one knows. Maybe Pascal knows it better, I don't know. But we have a rough roadmap. So at the moment we are in this so-called quantum utility area where we can work on very limited specific problems. So this is the time where everyone should at least think about a quantum strategy. So what does it mean for my business? What can quantum computing do for my business? And do I need to start now or maybe tomorrow to educate my people to build capacity to work on quantum? In the next 5 years, we will see a transition to more commercial applications. So we will hopefully see a first advantage of quantum for drug discovery, for logistics, finance, cryptography. So still some very specific problems, but already with a very interesting advantage. There it's the time to implement the business case, so not talking about use cases anymore, but the real business case in the end, to think about how I can integrate this in my entire infrastructure, in my business processes and so on, and already harvest the first or get a first return of invest. In the long term, and this is 10, 15, 20 years away, we can expect, and this is something where most of the people agree on meanwhile, compared to 5 years ago, we can expect a wider use, so we can expect fault-tolerant machines. Maybe we hear about this more later. And with this, a complete business transformation, economic growth, and the full return of invest, hopefully at the latest at this time. So in Europe, the European perspective, very briefly, we have the new quantum strategy in place. The European Commission published this on the 2nd of July. One of the main pillars or aims is to keep the scientific leadership in quantum. Europe was always good in scientific leadership. It was always good in excellent research and education. The question is now, how can we get this on the road? So we need to transfer this into real business value in the end. Otherwise, the US, maybe other countries will do the economic exploitation. And this is also part of the quantum strategy. So it's not yet there, but they will include it in the Quantum Act end of next year to also do a lot of research on applications and help companies, enterprises to do the research on applications. Therefore, you can already access only through public funding projects these 10 quantum computers that are available.
funded by the European Commission in different hosting sites. Unfortunately, at the moment, it's only for research projects, so for publicly funded research projects, but as Fanny will tell you in a bit, you can also access this as an enterprise without public funding. In Germany, just to give you another perspective, I'm quite sure you are aware of what's happening in France. We just kick off the high-tech agenda Germany, where the German government would like to invest 18 billion in 6 key technologies until 2029, and quantum is one of them. So this is also a very huge commitment into quantum, and the biggest part will go into quantum computing. As mentioned, defense is also a very important topic. I forgot to say here, this defense readiness roadmap from the European Commission also mentioned quantum as a very crucial technology to become ready. And yeah, the NATO did the same. So they already established in 2023 the NATO quantum strategy. We supported them with the development. One deliverable was the transatlantic quantum community, which is already quite active, supporting enterprises, government representatives and startups to come together and explore applications. We also supported the Rapid Action Adoption Plan. If a few startups are here, it's a very good news for them, because it was super difficult for startups to participate in defense procurement processes in the European Union or within NATO. And with this Rapid Action Adoption Plan, NATO tells the defense ministries to become more agile, faster and more efficient, and yeah, enable startups and SMEs to participate in procurement processes. Yeah, we also started a working group on this to close the gap between everything what NATO is doing and yeah, the groundwork with the members, with the technology. And I'm already closing with a few things that I would like you to keep in mind. So quantum is already here. This is what the European Commission, Gustav Kalbe, for example, also said. Quantum will be big. Some say it will be bigger than AI, like Christmas and birthday together. And quantum is different than AI. This is very important, because it's not like, okay, waiting for a product, then buying it and start using it. No, you should already start exploring it, build the capacity, the knowledge and everything, that you are able to use it in 5 years. We are creating the supportive environment. We try to push policymakers to create industrial policy on this, not only research policy. And it's your job to create a quantum strategy and yeah, build your network, get quantum ready, and accelerate your quantum business then from there. So thank you very much, and let's build the quantum economy together. No, thank you. Bonsoir, on va repasser en français et donc je vais inviter à me rejoindre Lina Alzad de Pascal, Philippe Muller d'Alice & Bob, Joseph Michael de Kobli et puis Elsa Van Garderen de C12. On a Valérian de Candela qui ne devrait pas tarder à arriver, il sort du métro et on va commencer sans lui en attendant. Donc bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette 3e édition consacrée au quantique avec l'Institut G9+, et en partenariat avec Sopra Steria. 2025 marque un tournant et presque tous les acteurs annoncent l'arrivée d'ici 2027-2028 de QPU, d'ordinateurs quantiques capables de niveau de correction d'erreur, ouvrant la porte à des usages concrets. Notre objectif ce soir, c'est de comprendre ce que chaque technologie apporte et quels usages y est adapté, et à quel horizon un calculateur réellement utile sera disponible. Alors, on a vu que pour atteindre la pleine puissance, on vise 2030, 2040, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de choses à faire. Et voilà, Valérian vient d'arriver, donc pile poil, vient t'asseoir. Donc Valérian de la start-up Candela. Donc là, ce soir, vous avez la chance, vous avez les 5 constructeurs d'ordinateurs quantiques français. C'est pas souvent qu'on les a tous sur le même plateau, donc on va pouvoir comparer, les challenger un petit peu et comprendre où est-ce qu'ils en sont.
Alors, je vais commencer avec une première question. En une phrase, quelle est la spécificité technologique de votre approche et quel problème fondamental adresse-t-elle mieux que les autres? Et je vais proposer à Lina peut-être de commencer. Merci Fanny. Donc, bonsoir à tous. Donc, Pascal a une spécificité technique puisque nous avons un ordinateur appelé atome froid ou atome neutre. C'est-à-dire que nous n'avons pas une puce imprimée pour avoir des qubits. En gros, on a une chambre à vide où on a des atomes qui vont être piégés avec des lasers, donc immobilisés. Donc, on n'a pas besoin de refroidir quoi que ce soit. On n'a pas besoin de cryogénie puisque l'absence de mouvement en physique est égale à le froid. Donc, si on ne bouge pas, il n'y a pas de température associée. Donc, c'est comme ça qu'on refroidit en piégeant les atomes. D'une. Donc, ça, c'est... En 1 minute, Lina, hein, vas-y. Pardon. Donc, ça, c'est une spécificité. Une autre spécificité, c'est qu'on a une feuille de route industrielle. Donc, on se veut industriel. Donc, on construit en tenant compte des ordinateurs quantiques modulaires qui peuvent évoluer dans le temps. Donc ça, c'est une deuxième spécificité. Et je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. On est très bon pour l'optimisation et la simulation. Et on parlera peut-être plus tard de ces use cases. Okay. Vas-y Philippe pour Alice and Bob. Okay, je vais continuer, merci Fanny, j'ai continué pour Alice et Bob. Alors Alice et Bob donc, a été fondée en 2020 et dès la conception, le démarrage d'Alice et Bob, on a été focalisé sur des ordinateurs, une conception fault-tolérante. Donc des ordinateurs tolérants aux fautes, je veux dire, qui permet de corriger les erreurs. Donc on a une technologie au niveau modalité, on utilise une technologie supraconductrice. Donc on descend nos puces, on met nos puces dans des cryostats. Là, on encode des qubits, et la spécialité de nos qubits, c'est qu'on encode des qubits de chat. Donc des qubits extrêmement particuliers qui, par design, donc la manière dont on fabrique la puce, dont on design notre qubit et la manière dont on le pilote avec notre firmware, les erreurs bit flip, on a deux types d'erreurs, les erreurs bit flip donc, sont corrigées par design. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'overhead pour corriger ces erreurs. Donc ce qui fait une grande différence quand on passe à l'échelle, puisqu'on a environ une centaine besoin de 100 fois moins de qubits physiques pour créer un qubit logique utilisable par un algorithme. Donc ça fait une grande différence quand on va passer à l'échelle. Et spécialisé plutôt sur des types de calculs ou tout type de calcul, simulation et optimisation? Alors tout type de calcul, puis c'est un ordinateur universel fault-tolérant, donc ce qui permettra de faire tourner tout type de cas d'usage à terme. Okay. Joseph pour Kobli. Oui, merci Fanny, merci pour l'invitation. Donc Joseph Michael, j'ai rejoint Kobli récemment. Donc Kobli fabrique des ordinateurs quantiques, enfin design des puces semi-conductrices qui par miracle, ont des comportements quantiques quand on les met dans un cryostat. Donc Kobli design des puces, ne les fabrique pas. En fait, on s'appuie sur des chaînes de fabrication existantes, celle de ST Microelectronics, qui fabrique les puces avec nous. Donc on conçoit avec eux les chips. L'avantage derrière, c'est évidemment de s'appuyer sur une industrie qui a 70 ans d'expérience derrière elle, d'expérience de miniaturisation, de passage à l'échelle, et puis s'appuyer sur l'industrie qui a dépensé déjà des centaines de milliards de capex. Donc Kobli, c'est vraiment l'industrialisation, le passage à l'échelle. Est-ce qu'on a une spécialité? Non, pas encore. Pour l'instant, on est un peu comme Alice and Bob. On est normalement, sur les base, vous devriez tout faire aussi. Elsa, pour C12. Bonjour, Elsa Van Garderen. Oui, donc chez C12. Chez C12, nous développons des puces quantiques dont la technologie est basée sur le qubit de spin. C'est-à-dire qu'on encode le qubit dans le spin d'un électron. Pour isoler ce qubit de spin, on l'introduit dans un nanotube de carbone. Alors, ça impressionne toujours beaucoup. Un nanotube de carbone qu'on fabrique au sein de C12, et on a notre nanofactory dans le 5e à côté du Panthéon. Et ce nanotube de carbone est fait en carbone 12, c'est pour ça que nous nous appelons C12. Ce nanotube de carbone est posé comme un pont en fait sur une puce en silicium, donc une solution un peu similaire à Kobli. Mais notre spécificité, c'est que
deux qubits peuvent communiquer grâce à un échange de photons virtuels. Alors c'est pareil, ça en jette beaucoup, mais ça permet à deux qubits très éloignés de pouvoir communiquer ensemble. Donc ça nous fait gagner en temps et en fidélité. Et donc pour venir à la deuxième question, oui, nous pensons pouvoir adresser toutes sortes de cas d'usage. Mais nous travaillons avec nos clients actuellement pour vérifier cela et pour voir s'il n'y a pas des cas d'usage qui tourneraient mieux sur notre solution plutôt que chez les concurrents. Et on va terminer avec les photons et Candela. Valérian. Ah, t'as déjà tout dit. J'ai pas dit comment ça marche. Alors, voilà, ouais. Pour continuer dans le spectre justement des particules quantiques, Candela va utiliser la lumière. Tout est un petit peu dans le nom pour ceux qui ont des racines latines. On encode de l'information quantique sur des photons. On va utiliser finalement toutes les technologies, toute l'industrie reliée à la photonique sur silicium. On est capable maintenant de mettre des centaines et des centaines de composants sur quelques millimètres carrés sur les circuits photoniques que vous avez dans votre box internet à la maison. Nous, on utilise cette industrie-là. Alors, on pousse un peu les performances parce que le photon, en fait, il a l'avantage de pas avoir de décohérence quantique. Il est très bien isolé de son environnement. Le seul problème, c'est quand il y a des pertes optiques. Donc nous, on va plutôt travailler sur toute l'ingénierie des pertes optiques pour augmenter la performance de nos ordinateurs. Donc aujourd'hui, on a déjà plusieurs générations d'ordinateurs qui ont été disponibles et qui ont été livrés chez des clients. On explore des cas d'usage qui vont plutôt... on est en train de voir qu'on est en train de se spécialiser finalement dans tout ce qui va être machine learning quantique avec l'implémentation de réseaux de neurones quantiques grâce aux photons, ce qui marche plutôt bien, on va peut-être en reparler. Mais donc voilà, on s'appuie sur toute l'industrie semi-conducteur, silicium, photonique pour passer à l'échelle et on prévoit également d'avoir des ordinateurs quantiques corrigés des erreurs à partir de 2028, donc très rapidement. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à comprendre, c'est que là, pour l'instant, autant dans vos smartphones, vos ordinateurs, maintenant, on sait que c'est des puces et des transistors en silicium. Sur le quantique, on est encore en train d'avoir, on va dire, un petit combat de quelle sera la meilleure technologie à industrialiser et qui aura les meilleurs résultats. Mais en tout cas, depuis 2017, je crois, certains, je vous suis. En tout cas, tout le monde est encore là et continue à faire de levée de fonds. Donc, c'est chouette d'avoir en France 5 poulains, 6 même, et il y en a un 7e qui est en train d'arriver. On est un des rares pays à avoir autant de technologies quantiques avec les États-Unis. Donc c'est une exception mondiale. On peut être très fiers aussi là-dessus. Alors une autre question justement, est-ce que vous pourriez me donner un cas d'usage, un usage pour lequel votre technologie serait vraiment le mieux adaptée? Est-ce que vous avez déjà identifié un cas d'usage ou est-ce que vous avez déjà des cas d'usage avec des clients là-dessus? Peut-être, Valérie, on va repartir dans l'autre sens comme ça. Allez, dans l'autre sens. Oui, on a plusieurs types de cas d'usage, mais typiquement, c'est ce que je disais, c'est l'hybridation entre des réseaux de neurones classiques et réseaux de neurones quantiques, ce qui marche plutôt bien. Je vais prendre un exemple. En 2024, Candela a gagné le Grand Prix Airbus BMW avec cette problématique. BMW avait pas assez d'images de nuit pour l'entraînement des véhicules autonomes. Donc l'idée c'était de partir des images de jour et les convertir en images de nuit avec des réseaux GAN, Generative Adversarial Neural Network. Je suis désolé, c'est la fin de la journée, je ne vais pas réussir à le traduire. Mais donc en fait on a montré que d'un côté classique il y avait encore du bruit, il y avait des phénomènes d'hallucination qui étaient liés principalement aux reflets du soleil de jour, qui n'ont pas lieu d'être la nuit, et donc l'algorithme interprétait ça comme des sources de lumière qui est gardée dans les images de nuit. Bref, je vous passe les détails. Et en fait, on a montré qu'en reprenant exactement le même algo, mais en rajoutant des couches quantiques, donc on ne remplace pas, mais on complète, on arrivait à optimiser la qualité des images produites, réduire le nombre d'hallucinations et finalement aider BM dans cette histoire de conversion d'images pour l'entraînement de leur véhicule autonome. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses. On reproduit un cas similaire avec Orange pour la détection de malware. Ça a l'air très différent, mais finalement, derrière, les algos mathématiques sont relativement identiques. Donc c'est ça qui c'est important de savoir aussi, c'est qu'on travaille sur des librairies, des bibliothèques d'algos, mais qui vont avoir des applications dans vraiment des spectres dans des industries très variées, que ce soit l'automobile, à la cybersécurité, à la finance. Nous, ce qu'on développe, c'est les briques mathématiques. Et puis après, ce qu'il faut, c'est les implémenter
Et c'est là où toute la collaboration avec OVH, avec Soprasteria, et puis avec vous dans la salle, je reconnais quelques visages, est importante. Chez C12, alors vous n'avez pas encore de puces pour l'instant à disposition, mais par contre, vous travaillez déjà sûrement avec des clients. Est-ce que vous avez détecté justement des cas d'usage et des choses à faire une fois que votre puce sera là ? Oui, alors effectivement, on aura des puces dans quelques années. On développe une technologie qui est un peu en retard sur les autres, comme Candela et Pascal. Donc on travaille sur émulateur. Un émulateur, c'est un jumeau numérique. Donc on fait tourner sur un ordinateur classique une copie de nos puces quantiques. Alors, je vais peut-être reprendre les types de cas d'usage qu'on pourra traiter avec le quantique. On a la simulation, donc simulation chimique, simulation multiphysics, donc les équations aux dérivées partielles. Il y a l'optimisation, l'IA et la crypto. Donc la crypto, pour l'instant, nous, on n'adresse pas vraiment. Par contre, on va adresser tous les autres. Alors, je peux parler de chimie, par exemple, et je pense que les autres pourront parler d'autres cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage qu'on a traité, c'était avec Air Liquide. Donc, Air Liquide fournissait un gaz précurseur pour fabriquer des puces de silicium par Atomic Layer Deposition. Et donc, ils ne comprenaient pas du tout comment se faisait cette réaction. Donc, ils nous ont donné la molécule du précurseur qui était assez grande. On a réduit à quelques atomes qui étaient l'espace actif et on a analysé la réaction, l'énergie de la réaction avant, pendant et après. Normalement, c'est fait par une méthode classique qui s'appelle la DFT. Ce qu'on a démontré, c'est que oui, le quantique pouvait être utilisé pour un cas comme celui-là. Et que, en plus, les résultats sur notre émulateur, qui était vraiment pas parfait, étaient plus précis que le classique. Donc, Air Liquide est assez satisfait. Nous sommes en train de faire la phase 2 en fait, du projet avec un autre algorithme. Donc voilà. ça donne quelques promesses quand on aura plus de puissance, du coup. Ouais. Joseph, chez Kobli. Après, les cas d'usage, on les connaît. Donc, Elsa et Valérie en ont déjà parlé. Au-delà des cas d'usage, il faut aussi se poser la question de dans quelle mesure moi je serais capable d'utiliser ces machines-là en opérationnel. Donc si je prends le troisième exemple d'optimisation, aujourd'hui on arrive à résoudre des gros problèmes d'optimisation réputés difficiles et quand on n'y arrive pas, on a des heuristiques, on a du dire d'experts qui marchotent à peu près, qui apportent à peu près satisfaction. C'est pas l'optimum. Typiquement sur des problèmes de planning, on résout pas toujours à l'optimum. Si le quantique arrive, il faudra se poser la question de si le quantique arrive et trouve des meilleures solutions, est-ce qu'on va pour autant l'utiliser ? En fait, pas forcément. Si la machine est lente, si elle prend des semaines à répondre, on ne va pas l'utiliser parce qu'on a besoin de réponses rapides. Si elle est chère, on ne va pas l'utiliser parce que si c'est pour avoir 20-30% d'amélioration, on ne va juste pas l'allumer. Si elle consomme 100 MW comme certains concurrents américains, c'est-à-dire 10% d'une tranche nucléaire, on ne va juste pas l'allumer. Donc il faut quand même aussi se remettre en question. On parle souvent d'avantages quantiques, etc. En fait, un client s'en fiche de l'avantage quantique. Un client, ce qu'il veut, c'est intégrer ces machines-là en opérationnel. Donc il faut une machine qui soit rapide, qui soit pas chère, qui soit intégrable. Après, on pourra parler du nombre de qubits, mais si on n'a pas ces conditions-là, ça sera de belles machines de labo. Okay, côté Alice et Bob, alors tel que je disais en introduction, nous on est vraiment focalisé sur le FTQC, donc on passe pas par l'étape NISC, donc au niveau des cas d'usage, je dirais on a une approche totalement différente. Donc on travaille pas en direct avec des industriels sur ces sujets-là, puisqu'on n'est pas en mesure de simuler à date ce type de cas d'usage. Par contre, on travaille beaucoup avec des académiques, donc sur des algorithmes académiques, et comment optimiser ces algorithmes sur les technologies, donc sur notre plateforme Qubit de chat.
Donc c'est un sujet, là je reprends le slide qui a été présenté tout à l'heure par Johannes, qui présentait quand les derniers travaux de Google pour casser le code RSA 2048, qui affiche 1 million de qubits physiques. Nous, l'optimisation qu'on a sortie, donc c'était il y a deux ans qu'on a sorti ce papier, on a besoin sur les technologies de chat uniquement de 100 000 qubits physiques, 10 fois moins. Et c'était une recherche qu'on a faite il y a 2 ans, on va mettre à jour ce papier, aujourd'hui on sait qu'on sera en dessous. Donc c'est vraiment ce point-là, c'est comment optimiser les cas d'usage qui sont identifiés par des académiques en collaboration avec des industriels, et pour Alice et Bob, ces cas d'usage, comment les optimiser sur notre plateforme pour pouvoir apporter une plateforme le plus rapidement possible, au marché. Donc c'est là-dessus que l'on se focalise. Donc 2 domaines d'expertise sur cette focalisation, c'est tout ce qui concerne chimie matière condensée, on a une équipe dédiée là-dessus, et une équipe sur tout ce qui est cryptanalyse. Donc, vous avez dit déjà beaucoup de choses, mais la particularité de Pascal, c'est qu'on travaille dans un mode double, c'est-à-dire que autant vous êtes tous en full tolerant computers, et on est dans un mode analogue qui peut être utilisé maintenant, et un mode FTQC, donc digital, qui sera l'ordinateur universel quantique. Donc, tout ce qui est comme ordinateur universel, on aura beaucoup de cas d'usage à exploiter. Côté analogue, donc dès aujourd'hui, on peut étudier très bien les cas d'optimisation et de simulation, donc chimie ou des phénomènes qui parlent la physique et sont similaires au comportement quantique, donc peuvent être simulés. Aujourd'hui, la limitation pour les cas d'optimisation, c'est le nombre de qubits. Donc on en a 100, bientôt 140 industriellement disponibles. Donc c'est vrai que si vous avez plus de 100 paramètres, pour les optimiser, ça va être compliqué parce que pour nous, un qubit, c'est une variable et donc un paramètre. Donc voilà, ça sera difficile. Peut-être que quand on aura d'ici 2 ans 10 000 qubits, donc ça va être beaucoup plus pertinent pour l'optimisation. Alors tu me permets d'enchaîner sur la suite et la question suivante. On a vu qu'il fallait attendre pour avoir une machine à pleine puissance, mais j'aime bien rappeler que dans les années 90, j'ai vu quand on commençait les premiers films en images de synthèse, c'était pas terrible, mais on rêvait d'avoir un jour un film Star Wars entièrement fait en numérique. On y est enfin 30 ans après, donc moi quand je me dis j'avais 20 ans, j'en ai 50, je l'ai vu. Le quantique, je devrais atteindre la pleine maturité à 30 ans. Je devrais avoir 80 ans, mais ce sera cool quand même, on ne sait jamais. Ils nous feront peut-être rajeunir. Sur le chemin, on a vu qu'on pouvait faire des images de synthèse. Entre-temps, on n'a pas attendu d'avoir les plus. Pareil pour les LLM, c'est des algos qui datent des années 90 qu'on fait tourner maintenant. ChatGPT, c'est pas né on a attendu les processeurs pour les faire. Quand est-ce qu'on commencerait à avoir un ordinateur quantique utile, ou en tout cas qui pourrait faire quelque chose de mieux que ne pourront pas faire nos HPC? Est-ce que, à date, avec vos types de qubits, quand est-ce que vous pensez faire ça? Joseph, t'es au milieu ce coup-ci. Changer de... Il y a 2 choses. Il y a la démonstration d'un algo qui fonctionne. Un truc utile. Quelque chose d'utile, mais pas encore utilisé. Moi, je rappelle aussi, les LLM, tu en as parlé. Entre le moment où les LLM sont sortis et ChatGPT, il s'est passé du temps. Et entre le moment, Et entre le moment où, je suis chez Sopra, je peux en parler. Migrer une base de données dans une entreprise, ça prend 5 à 10 ans. Donc, si vraiment on avait un algo utile demain, est-ce qu'on l'utiliserait le surlendemain? Je suis pas sûr. Le consensus, c'est quand même de dire qu'autour de la centaine de bons qubits, on commence à voir des choses, de bons qubits, donc à peu près corrigés. Et la centaine, c'est 100, 200, jusqu'à 500, allez. On commence à voir des choses en matériaux, en chimie. Ensuite, si on pousse un peu l'équation dérivée partielle, un peu plus que la centaine de qubits, et si on pousse au dessert, on a l'optimisation avec le millier de qubits corrigés nécessaires pour commencer à toucher certains algos d'optimisation classiques. Alors pour les 100-200 qubits, quelle date?
chez toi, chez toi ça, Alors nous, la cible chez Cobly, c'est d'avoir le million de qubits physiques dans la décennie 2030-2032. Donc là, il y a 30 milliards de transistors dans un smartphone. Donc c'est essayer d'utiliser cette industrie-là pour cibler le million de qubits dans un cryostat. Donc je pense que dans la décennie, on ne se trompe pas si on dit on commence à voir des choses intéressantes. Chez Alice & Bob. Chez Alice et Bob, et je reprends les 100 qubits logiques qui est acquis dans la communauté quantique pour commencer à avoir un avantage. C'est 2030, c'est notre roadmap. Et 2030, 100 qubits logiques sur un ordinateur universel, donc avec l'ensemble des portes logiques pour pouvoir faire tourner tout type d'algorithmes. Donc vraiment les premiers cas d'usage, ça sera sur la chimie, sur des algorithmes néanmoins hybrides qui travailleront avec de l'HPC, avec un accélérateur quantique. Donc il y a également tout cet environnement hybride qu'il faut mettre en place et donc les acteurs doivent travailler également sur ces sujets-là. 2030. 2030, donnez-moi des années. Bon, alors moi je vais pousser un petit peu, ça sera 2032. Maintenant, on aura du matériel utilisable un peu avant. Et ce qu'il y a aussi, c'est pas le nombre qui compte. C'est-à-dire que en optimisant les algorithmes, on peut aussi faire tourner de bons algorithmes sur moins de qubits. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Maintenant, je veux aussi mentionner que nos machines seront accessibles grâce à OVH directement dans le cloud incessamment. Pour C12, ça sera en 2027. Donc vous pourrez avoir accès. Lina. Pardon. Allez, la centaine de qubits. La centaine Voilà. de qubits. Donc là déjà, Quelle année analogue. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs qui tournent. On en a 5 déjà installés. 3 en France, en Allemagne, au Canada. Et nous avons 2 et avant l'été 2026 qui vont être installés en Italie et en Saoudi. Et d'autres qui viennent. La particularité, c'est qu'ils sont modulables, donc on peut juste changer quelques pièces. Et du coup, d'ici 2 ans, on a la génération Vela. Et la génération Vela aura donc 10 000 qubits physiques, ce qui permettra un avantage quantique sur de la simulation, par exemple en chimie. Et en 2030, on aura FTQC comme vous tous. Et Candela? Moi, je sais pas si j'ai envie de faire le jeu des chiffres. Je connais ma réponse. Je pense que ça faisait partie du jeu de poser la question. Ben, oui. Non, mais en fait, moi, je vais être un peu provocateur, tu me connais. Si demain je mets 20 qubits parfaits là au centre de la pièce, qui sait les utiliser ici? Qui sait? Pas grand monde. Non, pour l'instant, pas assez de monde, surtout en faut France. arrêter de décaler le débat sur les vendeurs sont pas encore capables de vendre les machines. Même si demain, tous les 5, on est capable de mettre des machines à disposition, qui les utilisera? Et c'est ce que je dis souvent, c'est bien de vouloir piloter une Formule 1, mais il faudrait commencer sur le kart. Voilà, donc nous, on veut bien répondre aux questions sur le calendrier, c'est quand qu'on met les machines utiles, c'est quand qu'on les met à disposition. On met des machines à disposition, certains d'entre nous, ou des simulateurs, pour que les gens se forment. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'éléphant dans la pièce et dire il faut accélérer dans la formation, dans le développement d'applications et de la préparation de l'écosystème. Parce qu'on ne peut pas juste pointer du doigt les fabricants, les développeurs d'ordinateurs quantiques en disant de toute façon, ils ne sont pas prêts. Ou en disant de toute façon, ils n'ont pas de qubits utiles, de toute façon, leurs qubits ne sont pas bons, les machines ne sont pas encore passées l'avantage quantique. Demain, ça va arriver très vite. Je ne suis pas en train de dire 2026-2027, mais peut-être pour certains d'entre vous, quand on va se revoir, ça sera peut-être déjà là et rien ne se sera passé. Donc moi, je suis un peu provoque là, mais je le dis. Si demain, on met 100 qubits parfaits au milieu de la salle, personne dans la salle sait les utiliser. Et chez Candela non plus. Je dois l'avouer. Hein. Joseph, il veut dire un truc. Je prends ma casquette ex-EDF. On avait quand même une des plus grosses équipes impliquées dans le développement d'Algo. Et si demain on avait quand même une petite vingtaine de personnes qui ont tous des PhD en algorithmie.
Et c'est pareil, EDF n'était pas prêt demain, malgré l'effort, à utiliser 1000 qubits logiques. En fait, la route, les difficultés qui nous séparent des machines à 1000 qubits logiques sont aussi grandes quasiment que les difficultés qui nous séparent d'algorithmes industriels à l'échelle. Il y a une école française en algorithmie quantique qui peine à émerger. Il faut aussi que les industriels l'encouragent. Alors c'est justement intéressant, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que l'écosystème démarre. Alors, de votre côté, il y a en effet le scaling des machines, peut-être me donner les 3 paramètres qui feraient qui sont indispensables, les 3 prérequis pour atteindre les horizons qu'on vient de fixer. Mais justement aussi, qu'est-ce que doivent faire les industriels, les futurs clients pour justement commencer à prendre le kart et être prêts quand ces machines, ces Formule 1 seront là. Tiens, redémarre, Joseph. Alors moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont formé à l'époque EDF en IA, une partie de l'équipe. Ça prenait quelques mois pour former un ingénieur pour qu'il puisse commencer à entraîner des modèles en IA. En quantique, c'est pas des mois, c'est plutôt 2 ans pour commencer à être vraiment au point en algorithmie, être à l'état de l'art. 2 ans pour quelqu'un qui a un PhD en physique quantique, avant qu'il n'y ait aucune débouchée dans le domaine. Donc en fait, ça démarre maintenant. Donc les industriels, aujourd'hui on connaît les cas d'usage, mais entre connaître les cas d'usage et vraiment se focaliser sur une niche métier, il y a facilement 2-3 ans de développement. Donc c'est peut-être aller voir des académiques pour travailler avec eux sur le développement d'algo. Je ne dis pas de venir nous voir, même si la porte est ouverte, mais c'est développer les algos avec des académiques, développer la niche qui va bien pour vos applications. Et donc, faut mettre les mains au cambouis. Tu veux rebondir? Oui, je rebondir. Il y a la partie algorithmie, effectivement, Joseph, côté end-user, mais il y a également cet aspect hybridation. Enfin, nous, ce que l'on perçoit chez Alice et Bob, c'est que les premiers cas d'usage démarreront d'un centre HPC assez classique. Et à un moment donné, une partie de l'algorithme sera envoyée sur la QPU pour accélérer, et l'algorithme récupérera ça. Cette connexion entre l'ordinateur quantique et un HPC classique est complexe à mettre en œuvre. Donc les centres HPC doivent également commencer à se préparer à héberger ce type de machine, à faire ces interconnexions avec des logiciels middleware et s'assurer que tout ça, fonctionne de manière sans couture. Une dernière réaction? Non, l'algo est la même sur tous les types de machines pour le coup, c'est les mêmes mathématiques. Ouais. C'est la programmation qui est différente pour l'instant. Et il y a déjà des gens qui travaillent à des surcouches logicielles qui permettront de, un jour, peut-être aller taper sur les différents types de technologies. On commence à voir ça émerger. Est-ce que j'ai bien répondu pour vous? On est d'accord? Alors, dernière question, je pense qu'on arrive à la fin, si j'ai le timekeeper qui me fait oui de la tête. Si vous deviez et pouviez emprunter une technologie ou un concept à un de vos concurrents à cette table ronde, qu'est-ce que vous piqueriez? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien utiliser les photons. Vas-y, Lina. On pique le chat. Ah, le chat est un joli logo. Ouais. Mais il n'est pas déposé à l'INPI. Quoi d'autre? Vas-y. Chez Alice et Bob, oui, tout le monde piquerait le marketing, ça c'est certain. Merci. Il y a autre chose que le marketing. Il y a vraiment la techno de valeur et de qualité derrière. Non, mais chez C12, on a une technologie qui est très proche de celle de Kobli, mais chez Kobli, vous avez une solution qui isole la puce de silicium que nous n'avons pas, donc effectivement, ça m'intéresserait, mais c'est peut-être un peu trop technique pour l'audience. Cela dit, on est vraiment très fiers de notre technologie et persuadés qu'elle passera à l'échelle. Alors, moi j'aime bien le modèle Kobli, la relation qu'ils ont avec les industriels historiques, c'est vrai que c'est extrêmement pertinent pour le passage à l'échelle. À un moment donné, c'est un vrai sujet, pour l'ensemble des acteurs, tout au moins pour Alice et Bob. Donc on est en relation avec beaucoup d'industriels. L'Europe, c'est
a pris en main également ce sujet, hein, comment créer une industrie du quantique pour créer ces puces. Et, voilà, donc c'est de nouveaux industriels qui doivent arriver, mais le modèle est extrêmement pertinent. Donc voilà, je dis un bon point pour Quobly. Mais d'ailleurs, donc Alice and Bob ou Candela, vous avez créé vos usines de prod. Tout à fait. On est sur l'usine chez Alice et Bob que l'on construit donc dans le nord de la région parisienne, qui va démarrer au début de l'année prochaine, donc avec une nanofab. C'est de la pré-industrialisation. Ça nous permet effectivement d'arriver aux 100 qubits logiques, mais voilà. Après, il faudra aller plus loin. Et donc là, Alice et Bob n'a pas vocation, je veux dire, à avoir des usines de fabrication. C'est pas notre cœur métier. Valérian. Toi, ton usine, elle existe. L'usine fonctionne, et puis j'étais encore en train de réfléchir à ta question de si je m'achète une machine ici, qui ne serait pas une machine qu'on a là, laquelle je prendrais. Et honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que je pense qu'on aurait envie d'explorer comment combiner des calculs Pascal et des calculs Candela, parce que je pense que on peut avoir des calculs hybrides comme ça avec des algos qui pourraient tourner sur les deux. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, ça aurait été. Ça pourrait venir avec la technologie de WeLink, une autre start-up qui n'est pas là ce soir, mais qui fait des mémoires quantiques et qui devrait permettre de relier différents ordinateurs quantiques de différents types pour passer l'algo de l'une à l'autre sur la meilleure partie du calcul. Écoutez, je vais vous remercier tous d'avoir répondu à ces questions. Et voilà, est-ce qu'on prend une question ? Est-ce qu'on a le temps pour une question dans la salle ou... Oui. Est-ce que quelqu'un a une question ? C'est extrêmement clair. Monsieur ? Excusez-moi, je réinterviens. On voit le domaine français, mais quels sont finalement vos concurrents les plus importants pour vos différentes technologies? Est-ce qu'elles existent dans d'autres pays? Peut-être même la Chine, parce qu'on ne sait peut-être pas bien ce qui se passe là-bas, mais ça me ferait peur parfois un peu de voir ce qui se passe là-bas. Ou est-ce que vous avez une démarche qui n'a pas été reprise par d'autres dans le monde, dans d'autres parties du monde? Chez C12, on a Dirac en Australie qui est excessivement bon. Cela dit, notre technologie basée sur les nanotubes de carbone, ça est breveté et n'appartient qu'à C12. Mais je dirais en fait, peu importe la technologie. Enfin, si un client a besoin d'une solution, si sa solution tourne sur Excel, il choisira Excel. Alors, on n'en est pas vraiment pas les technologies aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir, peut-être que certains algorithmes tourneront mieux sur un type de machine plutôt que sur l'autre, ça on ne le sait pas. Et on est encore en train de le chercher, et c'est pour ça qu'il y a des grands groupes qui font du benchmarking aussi, c'est-à-dire qu'ils essayent de savoir pour un algorithme donné s'il il tourne mieux sur du Pascal, du Candela ou du C12. Rapidement, côté Alice et Bob, pour reprendre cette question. Donc sur la modalité supraconductrice, donc pour nous c'est les grands américains, les Google, IBM, AWS, et le vrai challenge qu'on a en tant qu'acteur français, c'est les levées de fonds. Ils ont des moyens 10 fois supérieurs, 50 fois supérieurs à nous. Donc ça c'est un vrai challenge, c'est passer à l'échelle, pouvoir recruter plus de talents et pouvoir accélérer dans cette course. J'abonde complètement le problème du financement de ces innovations. On a vu aux États-Unis des levées de fonds assez monstrueuses qu'on n'a pas du tout en Europe. Nous, un des concurrents, c'est Intel. Après, il faut aussi voir ce qu'on veut. Valérian, je vais parler photons, mais quand on regarde le concurrent américain de Candela, et ce qu'ils projettent de faire, ça fait quand même froid dans le dos d'un point de vue transition énergétique. Donc, faut aussi défendre le billes. Candela a une approche beaucoup plus sobre. Donc, il faudrait. Mais bon, ils ont levé des milliards. Voilà. Ils sont passés en mode sous le radar, ça communique plus, donc on ne sait pas. Mais en même temps, on sait que les grandes boîtes qui avaient investi dans le quantique ont revendu et se sont débarrassées de ce qui avait été produit et remis dans les académies. Donc c'est difficile. Pour l'instant, il n'y a pas non plus de choses qui sortent, qui font peur côté... c'est plus les investissements. Moi, je peux rebondir en tant que casquette de cloud provider et de voir toutes ces technos.
ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, des boîtes comme IonQ, Psyquantum, qui ont levé énormément d'argent, ne sont pas forcément les meilleurs, ou les grands comme AWS, qui sont concurrents, par exemple, d'Alice en termes de technologie. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils n'ont pas forcément de meilleurs résultats. Un IonQ se plantait totalement sur sa techno et a racheté une autre petite startup qui a une meilleure techno. Et donc là, maintenant, ils relancent un nouvel ordinateur quantique avec une techno qu'ils ont rachetée. Donc le risque, c'est comment nous, alors qu'on a des très bons poulains, on arrive à obtenir des investissements qui les permettent de rester debout parce qu'ils sont quand même dans la course vraiment et ils sont en tête certains face à d'autres. Ce qui va pêcher, c'est en effet le nombre d'argent pour pas qu'on les rachète ou qu'on soit obligé de les couler pour que la techno soit pas piquée. C'est mon point de vue, mais je pense qu'il est important d'alerter ça. Et je pense que les industriels européens, en commençant leur journée, leur début de consommation, à faire de la R&D, à consommer des machines européennes, les aidera à avoir des levées de fonds, parce que si on attend trop, les Américains, eux, ils ont en effet des investissements beaucoup plus forts. Et je voulais rebondir quelque chose par rapport à ça. C'est que, OK, il y a la concurrence technologique, mais il y a aussi l'implantation dans le marché. Donc, si on peut répondre à des besoins locaux et dans différents pays, donc dans notre cas, on a des bureaux en Corée et une usine au Canada, des nouveaux bureaux aux États-Unis, on peut répondre aux politiques et aux demandes locales de la même façon que la concurrence. Donc, OK, il y a la course à la technologie, mais il y a aussi les spécificités politiques, gouvernementales ou, par exemple, l'export des data, etc. Donc, il faut quand même qu'on ait une façon d'agir globale pour que la technologie qu'on est en train de développer en R&D en Europe puisse être exportée aussi. Oui, vous avez plus ou moins anticipé en fait une de mes questions. Je me rappelle en 2017, on avait de la part de Laura Chaubert, qui était au ministère des Armées, la question de qu'est-ce que vous faites chez Microsoft, notamment sur le quantique. Et quand on voit effectivement ce qui se passe sur l'AI, avec Mistral AI par exemple qui parle aux politiques pour regarder quelle est la position par rapport aux grands hyperscalers. On a l'impression de se retrouver un peu en face de la même situation pour le quantique, c'est-à-dire une France qui est très à la pointe de la recherche fondamentale et puis une recherche opérationnelle effectivement chez les Chinois ou chez les Américains qui prennent le dessus. Il y a un juge de paix quand même là-dessus sur lequel vous pourriez peut-être vous aider, c'est le ministère des Armées. On a vu Sébastien Lecornu dans sa dernière allocution qui a dit « Moi, je suis obligé de choisir un supercalculateur. Désolé, je ne peux pas le choisir français parce que ça ne me permet pas d'être en avance par rapport aux terroristes qui maîtrisent la technologie avant moi. Donc, je vais prendre du franco-américain. » Est-ce que vous ne voyez pas en fait le quanting prendre à peu près la même logique, c'est-à-dire qu'on va devoir faire du français et de l'américain finalement pour pouvoir proposer des cas d'usage qui répondent au premier utilisateur, c'est-à-dire se défendre au ministère des Armées? Alors pas encore, puisque pour l'instant on a justement les technologies et on a largement de quoi commencer cette course et cette formation. Monsieur Lecornu, en effet, sous son mandat de ministre des Armées, a lancé le projet Proxima qui a permis de commencer à financer, et donc l'armée a investi déjà dans les startups du quantique, et il y a la suite qui va être annoncée. Il y a des sujets de dualité en effet, et c'est là où il faut qu'on fasse attention, mais il faut être conscient que si tout le monde ne joue pas, et le gouvernement, et les cloud providers, et les industriels, et les fonds d'investissement, là on a tout ce qu'il faut, mais en effet ça peut vite rebasculer, parce que si elles ne font pas leur série B ou C, ces startups, on se tournera vers ce qui restera. Donc on a tous une responsabilité à jouer, je pense, sur ce sujet-là. Charles, est-ce que tu veux... Moi, j'ai une question pour toi, Fanny, parce qu'on peut profiter aussi de ta présence pour... est-ce qu'il y a une actualité quantique d'OVH Cloud à partager? Alors, on a annoncé 2 choses récemment. On a utilisé l'ordinateur quantique de Candela qu'on avait acheté en 2023 pour faire des nombres aléatoires quantiques, et on s'en sert. Donc c'est ce qu'il y a de plus aléatoire, et donc on s'en sert pour faire la certification de nos certificats SSL. Donc ça a été implémenté sur tous les certificats SSL de tous les sites web de tous les clients dans le monde entier. Et l'autre sujet, c'est que depuis hier, donc, on a lancé la Quantum Platform, qui est la plateforme quantique européenne d'accès au cloud d'ordinateurs quantiques. Donc, on a commencé avec Pascal,
qui est disponible maintenant, c'est en pay as you go à la seconde. Donc on peut utiliser l'ordinateur juste à la demande. Et arrivera donc Candela au printemps, C12 c'est en 2027, Cobly c'est fin 2026 et Alice & Bob ce sera l'été prochain. Mais en effet, toutes les technologies européennes, il y en a 7 qui seront disponibles d'ici fin 2027. Là, on a présent une table OVH Cloud ready, quoi. Nous, on va être quantum agnostique. Ouais. Eux, ils vont être cloud agnostique. Ils vont essayer d'aller se vendre aussi international. Mais on a une présence mondiale et ça permet à l'Europe d'avoir un cloud souverain quantique avec des machines en Europe et du cloud en Europe. Donc ça peut aider. Il faut quand même remercier OVH qui tire vraiment le système quantique européen, français. Je pense que c'est une volonté d'Octave Clavat en tant que fondateur, et là il a repris la position de CEO, mais en tant qu'ancienne start-up française et avec une forte appétence à l'open source et à l'Europe, à dire au moins pendant 2 ans on va vendre ces machines sans marger pour aider à lancer l'écosystème et aussi permettre à n'importe quel client qui ne peut pas s'acheter une machine on-prem, parce qu'elle coûte quand même très cher, d'y avoir accès à la seconde. Alors ça coûte quand même un certain prix à l'heure, c'est un peu plus cher que des GPU, mais ça permet quand même de faire avec un budget à 50 000, 100 000 euros déjà des premiers POC de recherche. Merci à tous les 6 pour cette belle table ronde. Merci à vous pour l'invitation. On va pouvoir passer à la table ronde suivante, que j'ai le plaisir d'animer, avec monsieur Thierry Desvignes, qui est le DSI Group de CNP Assurance. Je vous donne un micro. Merci. Et puis Monkey Wu, qui est le COO Group du vertical service financier de Soprasteria. Donc en fait, il y a une chose qu'on avait fait initialement quand on a... Parce que c'est le 3e opus de ces événements sur le quantique. On voulait avoir d'une part un focus sur la tech, sur la deep tech, mais on voulait aussi avoir en miroir qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et donc il y a 2 ans, nous avons abordé les télécoms avec Telefonica Germany. L'année dernière, nous étions avec le CNES pour le spatial. Et donc cette année, on met à l'honneur le secteur financier. Et donc, pour démarrer, en fait, je vous propose de vous présenter, Thierry, si vous voulez bien commencer. Thierry Desvignes, donc comme vous l'avez dit, je suis le directeur des systèmes d'information groupe de CNP Assurance, qui, comme son nom l'indique, est une compagnie d'assurance. Alors, je voudrais d'abord préciser que, au titre de notre rôle d'investisseur, on croit en l'informatique quantique, puisque nous avons participé au dernier tour de table d'un des acteurs qui est intervenu, et pas uniquement pour des raisons marketing. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que suite à ces brillantes interventions, où on a des experts du quantique qui vont intervenir avec beaucoup d'humilité sur le sujet, et je vais plutôt exprimer des convictions qu'une expertise. Alors, je me suis rappelé mon premier contact avec le quantique. Alors, c'était la physique quantique ou la mécanique quantique, et ça remonte à quelques décennies. Donc, si les prédictions de Fanny s'avèrent exactes, puisque lorsque j'ai repris mes polycopies, on parlait déjà d'informatique quantique, je pense que le niveau de maturité ne devrait pas être très très loin sur l'informatique quantique, et on devrait effectivement voir émerger dans les prochaines années des solutions qui seront utilisables dans le domaine professionnel et de l'industrie. Je fais le parallèle avec l'IA, même si on nous a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire le parallèle. L'IA, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé était spécialisée dans l'IA, le deep learning, toutes ces technologies qui existaient à l'époque, puis on n'a plus trop entendu parler, et on a assisté à l'émergence de l'IA avec l'IA générative, et je pense que le quantique c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est en train de monter, je pense que ça va émerger, donc la question n'est pas de savoir s'il faut y aller, je pense que c'est inévitable, c'est incontournable, mais plutôt quand et comment. Et une autre conviction que j'aimerais partager, c'est que l'informatique quantique
ne va pas supplanter l'informatique classique et cohabitera encore pendant très longtemps avec l'informatique classique. C'est une longue introduction. Merci, merci Thierry. Monkey. Monkey, ravi d'être là avec vous ce soir. Donc, je travaille chez Soprasteria au niveau groupe, sur les services financiers, sur la banque et l'assurance. Et donc, Soprasteria, en particulier avec Charles, nous sommes extrêmement actifs dans le quantique, puisque ça fait déjà plusieurs années que nous avons investi. Nous avons investi dans des fonds d'investissement, nous avons investi dans des entreprises qui travaillent dans le quantique. Nous avons monté des partenariats commerciaux et industriels avec beaucoup d'acteurs. Et pour ce qui concerne en fait le secteur des services financiers, nous avons une action particulière pour sensibiliser nos clients. Parce qu'en fait, finalement, 2030, ça arrive quand même assez vite. Et compte tenu des roadmaps informatiques des grands acteurs dans la banque et dans l'assurance, finalement, il faut s'y prendre quand même de manière assez tôt. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous invitons nos clients en fait à réfléchir au quantique selon vraiment deux axes. Un axe plus offensif, au sens où quels sont les cas d'usage sur lesquels aujourd'hui ils ressentent des limites par rapport à l'informatique traditionnelle et que nous pourrions peut-être, grâce à l'informatique quantique, dépasser. Et puis après, il y a le deuxième sujet qui est encore plus important, en tout cas de manière défensive pour le secteur, c'est la protection vis-à-vis des futures attaques quantiques sur les systèmes de cryptographie. Puisque dans le secteur des services financiers, vraiment la cryptographie, c'est au cœur des services. Et donc si jamais on a effectivement ce sujet-là, que les algorithmes de chiffrement ne vont plus résister, c'est catastrophique. Merci Monkey. Thierry, pouvez-vous nous partager les motivations de CNP Assurance quant à votre décision d'explorer le potentiel du quantique sur votre cœur de métier? Oui, alors déjà nous sommes persuadés que le quantique peut être une révolution, c'est peut-être un bien grand terme, mais sur deux dimensions. Un, dans la capacité à exécuter des algorithmes qui aujourd'hui ne peuvent être que partiellement ou pas du tout exécutés sur l'informatique classique. Alors, tu parlais là justement des algorithmes de cryptographie, mais pas que. Dans le monde de l'assurance, on parle beaucoup de modèles stochastiques versus les modèles déterministes, qui sont là pour simuler des systèmes avec une part d'incertitude et de hasard. C'est-à-dire que si on exécute deux fois le même algorithme, avec les mêmes données en entrée, on peut avoir des résultats différents. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, avec l'informatique classique, on a des difficultés à schématiser, on est vite limité en termes de capacité à exécuter ce type de modèle. Alors pourquoi on regarde de près le quantique? D'une part, en termes de risque sur les algorithmes de cryptographie, et ça c'est pas propre aux services financiers, je pense que ça nous concerne tous, nos données peuvent potentiellement, bien qu'elles aient été chiffrées, peuvent être exposées si des acteurs malveillants réussissent à accéder à ces données et à décoder ces algorithmes. Alors nous, ça nous concerne tout particulièrement puisque nous gérons des données personnelles et des données de santé, ce qui confère une sensibilité à la donnée tout particulièrement aiguë. Donc ça fait que nous nous y intéressons, mais plutôt en termes de protection au travers de solutions qui ne seront pas quantiques elles-mêmes, mais qui devront faire l'objet de notre trajectoire, notre feuille de route. Autre sujet, c'est pour répondre à nos besoins, et j'en citerai 3, sans trop rentrer dans les détails, la gestion de la fraude. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère dans la détection des cas de fraude, qui sont de plus en plus sophistiqués, qui manipulent des données de plus en plus importantes, qui utilisent des algorithmes de plus en plus sophistiqués, et on va de plus en plus vers la corrélation, les recherches de corrélation entre des événements élémentaires et des tentatives de fraude qui pourraient être opérées. Et là, on pense que de par la capacité à gérer des quantités importantes de données et à simuler des algorithmes
qu'on ne peut pas simuler autrement, on sera capable d'aller plus loin dans les détections de fraude. Deux autres domaines, et pour les mêmes raisons, pour la capacité à gérer des données extrêmement importantes et d'exécuter des algorithmes de simulation ou de calcul sophistiqués. C'est ce qu'on appelle l'ALM, l'Asset and Liability Management, dans une compagnie d'assurance. Enfin, lorsque vous investissez dans un contrat d'assurance, ou vous souscrivez un contrat d'assurance, pour une compagnie d'assurance, ça représente ce qu'on appelle le passif, c'est ce qu'on vous doit. Et les sommes collectées pour gérer les risques au niveau de l'entreprise sont investies, c'est ce qu'on appelle les actifs. Et donc, une préoccupation ou un enjeu majeur pour des entreprises comme les nôtres, c'est de réconcilier en permanence l'actif et le passif. Et donc, nous pensons que les algorithmes quantiques peuvent être la réponse à des enjeux importants visant à optimiser les investissements qui sont les nôtres. Autre domaine, c'est la gestion des risques. Dans une compagnie d'assurance, nous gérons des risques au quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça que les contrats sont souscrits, c'est pour protéger contre des risques. Et nous avons à gérer nos propres risques. Et il y a une réglementation une directive qui s'appelle Solvency II, avec des contraintes en termes de gestion des risques qui s'appelle l'ORSA. Et pour les mêmes raisons, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, nous pensons aussi que le quantique nous permettra d'aller plus loin dans la gestion et l'optimisation de ces risques. Et puis, dernier sujet, alors je ne sais pas si... qui est plus personnel, mais je ne sais pas si on a raison d'y croire, c'est que compte tenu des puissances de calcul qu'on a avec le quantique, en termes de responsabilité sociale environnementale, quand je vois que pour des calculs de simulation, on aligne des centaines et des centaines de CPU aujourd'hui, je me dis que le quantique, avec ses puissances de calcul, sera peut-être plus vertueux pour l'environnement que ne le sont les infrastructures en termes d'informatique classique telles qu'on les a aujourd'hui. Merci Thierry. Je me tourne maintenant vers Monkey en miroir. Quels sont les inducteurs, les motivations qui ont amené le vertical dont tu as la responsabilité à investir sur le quantique? En fait, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. 2030, ça arrive quand même assez vite et on a besoin de s'y préparer. Parce qu'en effet, si on veut faire des nouveaux cas d'usage, eh bien, s'approprier l'algorithme quantique, comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment s'en servir, ce n'est pas immédiat. Voilà. Et donc nous conseillons très fortement à nos clients de commencer en fait à y réfléchir, de commencer à y dédier un peu de ressources. Et puis, en fait, notre idée, c'est la façon dont on le présente à nos clients. C'est que ça arrive, il faut s'y préparer. Et ce qu'on leur conseille, en fait, c'est de commencer par identifier quelques cas d'usage qui sont particulièrement impactants pour l'entreprise. Donc, par exemple, Thierry, tu as parlé de calcul d'ALM. Voilà, mais l'ALM, c'est vraiment au cœur. Alors, il y a l'ALM dans les assurances, il y a l'ALM dans la banque, mais c'est vraiment, en fait, un sujet cœur de métier. Et si on se trompe sur l'ALM, on peut facilement perdre des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros. Voilà. Donc, c'est identifier des cas d'usage à très forte valeur, qui sont très intensifs en calcul, et sur lesquels on peut commencer en fait à explorer l'utilisation du quantique. Donc ça, c'est sur la partie plutôt offensive. Sur la partie défensive, là aussi, c'est une question de préparation. Si on nous demandait tous de changer les algorithmes de chiffrement sur l'ensemble de nos machines, je pense qu'en fait, on serait incapable de savoir combien j'ai de machines à changer et combien de temps ça me prendrait. Donc, notre conseil aussi, c'est de commencer par simplement faire un recensement de qu'est-ce qu'on a déployé. Parce qu'en fait, le chiffrement tel qu'on l'a aujourd'hui, finalement, ça a été très stable. Ça a été très stable pendant des décennies. Donc, du coup, ça s'est déployé. Et on n'a pas eu forcément besoin d'avoir un catalogue, de vraiment gérer ce qu'on avait déployé, etc. Donc du coup, on se retrouve avec des algorithmes de chiffrement un petit peu partout. Et si on se disait, j'ai besoin de migrer tous ces algorithmes de chiffrement, on va dire, allez, dans les 4-5 prochaines années, je ne sais pas combien, en fait, j'ai de problèmes à gérer.
Voilà, donc simplement en fait déjà commencer par se rendre compte de la taille du problème, commencer par estimer en fait quel est l'effort qui serait nécessaire. Voilà. Donc ça c'est deux vraiment idées qu'on discute avec nos clients. Commencer à explorer en fait un ou plusieurs cas d'usage très impactants. Et puis sur la partie préparation vers la migration vers le chiffrement post-quantique, commencer en fait à recenser la taille du problème. Merci Monkey. Thierry, quels seraient vos conseils pour qu'une entreprise comme la vôtre en fait se prépare à l'avènement du quantique? Je pense qu'il y a une première dimension que tu as évoquée, hein, qui est il y a une réalité qu'il va falloir se préparer potentiellement de manière défensive, hein, à des risques alors le vol de données ça existe déjà, mais d'exploitation des données bien qu'elles aient été protégées. Ça c'est une première chose, donc je pense qu'il faut s'y intéresser le plus rapidement possible. Et puis la démarche après, nous on a une démarche, où on réfléchit à une démarche qui est quand même très similaire à celle que l'on a eue avec l'avènement de l'IA générative. C'est-à-dire on passe par une phase où on définit les cas d'usage, on essaie d'identifier les cas d'usage auxquels le quantique serait capable de répondre. Derrière, ça va nous amener à définir une trajectoire. Et puis une feuille de route. Alors la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on positionne le curseur, à quel moment on y va, à quel moment on investit, compte tenu de la maturité du sujet. On va passer par une phase aussi de formation, de démocratisation de ce qu'est le quantique, parce que je ne suis pas sûr qu'à tous les niveaux de l'entreprise, il soit simple de comprendre ce qu'est un qubit. Puis les principes que j'ai oubliés, mais il y a l'intrication et compagnie. Donc déjà, c'est quand même avec une formation technique, c'est assez compliqué de se remettre dedans. Donc je pense que dans une entreprise, il va falloir qu'on démocratise et qu'on explique un peu plus et qu'on forme nos équipes, puisque ce sont des langages de programmation, des techniques de programmation qui sont un peu différentes. Et il va falloir qu'on accompagne un collectif. Et puis, il va falloir aussi qu'on prépare l'organisation qui nous permettra d'accompagner et d'héberger cette transformation. C'est une démarche assez classique. Le tout est de savoir à quel rythme on y va et les moyens qu'on y met et à quel moment. Merci Thierry. Une dernière question pour Monkey. On a parlé d'offensif, on a parlé de défensif. Donc le défensif, en fait, c'est anticiper, se prémunir de ce nouveau risque. Quelle démarche, en fait, on peut en dire un peu plus sur ce volet? Sur la partie défensive, en fait, je pense que le premier sujet, c'est estimer la taille du problème. Voilà. Combien est-ce qu'on a vraiment de matériel, de logiciels, etc., qui utilisent du chiffrement? Et donc la démarche qu'on a mise en place, qu'on propose, en fait, c'est d'identifier un sous-ensemble du système d'information de l'entreprise, qu'on va essayer de rendre aussi représentatif que possible. Et on fait en fait une étude approfondie de ce sous-ensemble pour vraiment se faire la liste de tout ce qui existe. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir faire une extrapolation. Bon, d'abord, déjà, si on fait un recensement, je suis sûr qu'on va déjà trouver tout un tas de sujets qui n'étaient pas forcément si parfaits que ça. Voilà, des tailles de clés, des certificats qui n'ont pas forcément été renouvelés depuis pas mal de temps, etc. Enfin, voilà, donc simplement faire ce catalogue, ce recensement, c'est vraiment la première étape pour se préparer et pour commencer en fait à estimer la taille du problème et le niveau d'effort qui sera nécessaire pour ensuite migrer vers la PQC. Merci Monkey, merci Thierry. Je me tourne vers Didier qui doit être quelque part. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre quelques questions? Combien de questions? Deux questions. Donc, Valérien. Merci, très intéressant. Une petite question rapide. Est-ce que vous avez déjà établi des critères dans le choix des solutions quantiques qui sont à venir, que vous choisirez? Et si oui, où est-ce que vous placez la souveraineté des données, la souveraineté technologique dans ces critères? Ou est-ce que ça en fait partie ou pas? Alors, est-ce que nous avons établi ces critères? La réponse est non. Enfin,
On est quand même dans la phase très amont de la réflexion. Et j'en profite pour remercier Soprasteria et un des acteurs spécialisés dans la technologie photonique, puisque ça nous a permis de découvrir il n'y a pas très longtemps la réalité du quantique. Donc c'est un peu trop tôt, mais la souveraineté, ça va être un critère essentiel. La souveraineté, en termes de gestion de nos données, aujourd'hui, c'est devenu un critère essentiel, au-delà du quantique. Donc avec l'IA, c'est une réalité aussi, puisqu'on essaie de travailler sur des solutions souveraines. Et sur le quantique, ça sera immanquablement un critère de choix, à la condition évidemment qu'il y ait des solutions souveraines qui existent. Mais oui, ça sera un élément important. Tu avais autorisé une deuxième question, Didier, mais est-ce qu'on a une deuxième question? On n'a pas une deuxième question. Je propose de passer à la dernière séquence de notre événement. Et on a le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Amandine Rex, qui est responsable du quantique à la Direction Générale des Entreprises. Et donc voilà, et c'est la deuxième fois que Amandine vient nous rendre visite et représenter nos institutions sur ce sujet qui nous intéresse tous. Merci, oui. Amandine. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien? Le micro marche. Bon. Oui, vous avez trouvé le moyen de me garder jusqu'au bout, c'est ce que je disais. J'avais fait l'introduction, j'avais dû partir comme une voleuse. Donc cette fois-ci, ils ont dit, bon, elle va faire la conclusion, comme ça, elle restera jusqu'au bout. Je vous remercie parce que les échanges étaient passionnants. Je me régale de voir les entreprises grandir. Je me régale d'entendre un petit peu chacune d'ailleurs, de les avoir toutes autour de la table, expliquer un petit peu ce qu'elles font. Je me régale à chaque inauguration, je vais en parler aussi parce que ça y est, ça bouge. J'ai vu des ordinateurs, j'ai vu des choses mises en place, du concret et vraiment, je me régale. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Avant que je fasse un petit peu la conclusion formelle, je voulais quand même, comme j'ai un peu bossé là, j'ai pris des notes, je voulais quand même donner 2-3 grands messages que j'ai retenus et qui également résonnent chez nous au ministère de l'économie. Je me présente juste rapidement, donc je suis au sein de la Direction Générale des Entreprises. Je ne m'occupe pas que de quantique, j'ai Pierre derrière qui est le spécialiste du quantique dans mon équipe. Moi je suis sous-directrice du spatial, de l'électronique et de ce qu'ils appellent logiciel, comprendre infrastructure de calcul, HPC, quantique et réglementation des données. Donc c'est assez large, c'est riche, je ne m'ennuie pas, je me régale aussi. Donc qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu chez Johannes le fait que c'était une nouvelle économie et que ça allait tout changer. Qu'il y allait y avoir un vrai bouleversement et ça je pense que ça c'est vrai et vous verrez ça fera également écho dans ma conclusion. J'ai retenu que, et ça on l'avait dit déjà, qu'il y avait énormément de technologies différentes, une grande richesse, on voit bien que chacun a décrit sa technologie, et également de multiples usages. Au départ on pensait à des usages un peu militaires, et puis maintenant on pense à plein de choses, on a entendu la chimie, la pharmacie, la simulation, la finance, il y a des choses qui sont plus ou moins matures, il y a des choses qu'on fait en analogique, des choses qu'on fera peut-être en digital, enfin bref, des usages très très différents. J'ai retenu également l'intérêt de la compétitivité du quantique, le fait que on peut avoir une belle machine, mais en fait si elle est trop chère, si elle est trop lente, bref, il y a également l'intérêt de se positionner en termes de compétitivité d'entreprise là-dessus. C'est pas que de la techno, c'est pas que du délire d'ingénieur, c'est également un côté économique, et ça je voulais le souligner. Une phrase de Candela que je vais reprendre, enfin je l'ai un peu reformulée à ma sauce. Il y avait un côté, il n'y a pas que le qubit dans la vie, j'ai été vraiment très étonnée. Si je vous mets la 20 qubits là, parfait, là vous en faites quoi? Et vous verrez, ça résonne fortement chez nous, c'est des choses également qu'on a en tête. Et donc je vais le reprendre, ça fera l'objet de ma deuxième partie de conclusion, et je vous dirai ce qu'on fait là-dessus. Et enfin, j'ai retenu également quelque chose qui a été dit en deuxième partie un peu plus, que le quantique c'est maintenant, que 2030 c'est demain, et que c'est maintenant qu'il faut investir. Et je vais vous expliquer pourquoi grâce aux éléments qui m'ont été faits par Pierre. Donc maintenant, j'ai intérêt à être à la hauteur de ce qu'il m'a fait. Voilà.
Je voulais donc du coup en introduction vous rappeler que quand même au niveau des ministères, au niveau interministériel, on a mis en place une stratégie quantique ambitieuse. Ça a été lancé par le président de la République lui-même en 2021 et on a mobilisé 1 milliard d'euros d'argent public, en particulier via la mission France 2030. Et lorsqu'on a fait cette mission et qu'on a mis cet argent public, on a pensé à l'ensemble des technologies quantiques et on va de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation. Le focus particulier qu'on fait là-dessus, c'est sur le calcul quantique. Donc dans toute la suite, je vais vous parler surtout de calcul. Je ne reviens pas sur l'ensemble des technologies, je pense qu'il y a eu tout un focus là-dessus. J'ai 2 éléments de langage, hein, si vous devez retenir que 2 choses de ma conclusion et de ce que j'aurais apporté. C'est 1, ça bouge, et 2, il n'y a pas que le qubit dans la vie. Et c'est pas de moi. Voilà. Je vais faire d'abord un panorama international. Ça va très très vite, ça va fort et ça va fort également en international. Alors ça a été dit également, je vais vous donner un petit peu des exemples qui m'ont été préparés par Pierre. Des levées de fonds massives aux États-Unis. Alors il y a PsiQuantum qui est concurrent de Candela qui a annoncé début septembre 2025 une levée de fonds d'1 milliard. On parlait des levées de fonds tout à l'heure, c'est vrai que c'est indispensable. Yonku qui vient de lever 2 milliards d'euros. Des rachats de start-up des grands groupes ou par de grandes start-up. Ensuite, on voyage un petit peu. On va au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui s'est engagé en juin 2025 à investir 670 millions d'euros sur 4 ans. De dollars. L'Allemagne a annoncé à l'été 2025 que les technologies quantiques font partie des 6 priorités de son high-tech agenda. Ça a été présenté par Johannes, juste en introduction, comme quoi tout à fait dans l'air du temps. Candela et Pascal ont annoncé des partenariats en Corée du Sud il y a quelques jours. Et puis les enceintes de normalisation se mettent en place. Voilà. Donc, par rapport à ça, vu tout ce qui se passe en international, on comprend bien que c'est le moment de s'y mettre. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Européens ? Alors, évidemment, il n'y a rien qui est perdu, hein, ce n'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, hein, c'est maintenant. Il y a une stratégie quantique européenne qui est sortie en juillet 2025. Alors encore une fois, hein, nous, nos positions, c'est plutôt sur le calcul, avec des enjeux de commande publique, avec l'Union, et ça a été expliqué par Johannes aussi, je reprends, via EuroHPC. Il y a également un Quantum Act qui est attendu pour mi-2026. Alors là, à ce sujet, on vous incite à répondre à la consultation ouverte par la Commission européenne jusqu'à mi-décembre. Alors, c'est vraiment maintenant. Voilà. C'est maintenant que ça se dessine et c'est maintenant qu'il faut travailler. IQM en Finlande vient de lever près de 300 millions d'euros. L'écosystème français n'est pas en reste, hein, il est aussi très fort. C'est probablement le mieux financé en Europe. Encore une fois, les finances ne font pas tout, le talent aussi, mais c'est déjà ça. Il y a près de 400 millions d'euros de levée et une croissance qui s'annonce très forte dans les années à venir. Encore une fois, en France, moi je suis quand même, ça fait 2 ans hein, que je suis en poste, je suis quand même vraiment impressionnée par ce que je vois mettre en place. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, le quantique, on verra, c'est peut-être un rêve ». Moi, je vois des machines, hein. Moi, je vois des choses qui s'installent. Et dans les installations de machines, alors, je me suis dit « Mince, mais je les ai presque toutes faites ». Pascal avec le Ruby hein, et Jade Ayoli qui viennent d'être inaugurés le 13 novembre, la semaine dernière. Vous avez certainement vu plein de photos sur LinkedIn. En plus, je crois que j'avais mis un pull rouge, on voyait que moi. Donc, bon. Donc c'était impressionnant et ils ont la visite était extraordinaire parce qu'ils ont vraiment expliqué la complémentarité entre le quantique et le calcul classique. Ils ont expliqué les enjeux énergétiques, je reviens pas dessus, mais vraiment c'était génial. C'était génial. Candela, après l'installation chez OVH Cloud, une installation en cours chez EuroHPC, il y a également toutes les innovations qui ont été présentées par Fanny tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, mais c'est vrai qu'OVH Cloud fait un travail formidable, et plusieurs appels d'offres en cours en Europe. Alice et Bob qui investit 40 millions d'euros dans un centre de R&D de 4000 m² en région parisienne pour accélérer sa feuille de route. Voilà, il se passe des choses en France. Petite fierté nationale, je pense que ça vaut quand même le coup de le dire. Encore un prix Nobel de physique français, qui travaille aux US, mais qui est quand même le père des qubits supraconducteurs. Soyons fiers de ce qu'on fait en France. C'est génial, c'est génial. Et donc du coup, on a tous les talents, tous les éléments pour vraiment mettre ça en place, et c'est maintenant. Voilà. Donc ça, c'était mon premier axe. C'était, il faut se bouger, quoi. Voilà.
Deuxième axe, il n'y a pas que le qubit dans la vie. Alors là, je vous révèle un petit peu ce qu'on essaie de dire maintenant en interministériel et à l'Élysée, parce qu'en fait, on avait un discours très axé sur le calcul jusqu'à présent, et en fait, évidemment, tout ce qui est QPU, vraiment, c'est le cœur, mais maintenant, on travaille beaucoup sur l'enrobage dans ce qu'on est en train de dire. C'est bientôt Noël, je pensais un peu au Ferrero-Rocher quand je travaillais sur mon truc, mais vraiment, maintenant, on est sur c'est meilleur, hein, l'enrobage sur les Ferrero quand même, non ? Je peux faire un débat, vous préférez le cœur ou l'enrobage? Bon, c'est parce que le cocktail, c'est bientôt. Donc, franchement, je suis très fière parce que nos startups étaient vraiment très bien représentées. Donc, je reviens peut-être pas sur le calcul qui est au cœur. Elles ont très, très bien expliqué aussi l'importance de ce qu'il y a autour. Et donc, nous, c'est ce qu'on dit justement en interministériel, c'est ce qu'on dit à l'Élysée. Attention à ce qu'il y a autour. Il y a l'électronique de contrôle et la logique système. Il y aura le socle, l'aval et l'amont. Donc sur le socle, qu'est-ce qu'on met dedans? On met évidemment les talents, les formations, recherche, formation, normalisation. Ça a été aussi très bien dit tout à l'heure. Dans le socle, on met aussi la supply chain. Je fais peut-être juste un petit focus dessus parce que ce qui a été dit était très riche, mais peut-être que ça n'a pas apporté un peu votre attention. Chaque boîte a des technos différentes. Certaines ont des lasers, certaines ont de la cryogénie, certaines n'ont pas de cryogénie. Mais tous ces éléments-là sont hyper importants dans la chaîne de valeur. Et quand on travaille sur le quantique, on travaille sur toute la chaîne de valeur. On a également des isotopes purifiés. Bon, ça n'a pas été dit. Et puis, pour toute question sur les isotopes purifiés, vous verrez Pierre, parce que moi, ça devient ma limite. En aval, il y a, ça a été dit aussi, les algorithmes et les usages. J'en parlerai ensuite parce que je pense que c'est vraiment très très important de travailler dessus. Et en amont des QPU, l'électronique de contrôle, on a parlé de ST, on a parlé de toutes nos boîtes d'électronique qui pour certaines ont 70 ans d'expérience. Le câblage, les amplificateurs, tout ce qui permet de passer d'un cœur de calcul quantique à un système complet d'ordinateurs quantiques. Donc nous, ce qui est très important, c'est de se concentrer sur les usages, mais également en parallèle, nous, l'État, on fait attention à ce que toute la chaîne de valeur soit respectée. S'il manque un ingrédient, s'il manque l'enrobage, le Ferrero, il est moins bon. Et c'est important parce que sans ça, il n'y a pas de Ferrero-Rocher dans son intégralité. Donc on peut mettre quand même en lumière certaines startups, French Tech 2030 depuis quelques jours, donc je vais les citer. Isentronic, avec le câblage dense avec électronique intégrée. Wheeling, mémoire et lien quantique. Silent Waves, avec des amplificateurs très bas bruit. Donc troisième point sur les logiciels et les algorithmes. Là, il y a un AMI Aquila. Donc ça permet quoi? Ça permet d'accéder à des machines quantiques, ça c'est mis en avant par l'État, et vous pouvez vous en saisir. Donc là, je vous incite à travailler dessus, ça permet justement de travailler sur les usages, de voir ce qu'on pourra en faire. On a également des startups sur des verticales applicatives. Alors là, pour le coup, il va falloir remplir des business cases, c'est un peu différent. Certaines sont déjà French Tech 2030. Qubitsoft, pour la recherche opérationnelle, logistique, les problèmes d'optimisation. Je fais vraiment un focus dessus parce que c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance. Qubit Pharmaceuticals, une autre start-up, chimie, matériaux pharmaceutiques. Et dans l'écosystème en croissance, je veux également citer Colibri TD, qui fait simulation physique, résolution d'équations différentielles. Je vais citer QPerfect pour les émulateurs. Et bien sûr, Eviden pour les émulateurs et le middleware. Voilà, alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous les cite? C'est pas parce que je suis payée 10 € pour chaque citation, non, c'est pas vrai. C'est parce que c'est le moment de les utiliser. Moi, je vous encourage à utiliser directement du calcul quantique via des clouders ou en partenariat avec ces startups-là, avec celles qui font les cœurs de calcul quantique, ou bien en faisant appel aux startups spécialisées que j'ai citées, qui sont là justement pour vous aider à travailler sur les business cases. Alors je reprends un peu ce qui a été dit par Johannes. On se doute bien que le marché des ordinateurs quantiques va révolutionner l'économie. Ça va générer des revenus importants, mais évidemment, ce serait un peu dommage d'avoir des super ordinateurs quantiques et qu'on ne sache pas les utiliser.
Et ça a été très bien dit. Il faut des années pour pouvoir utiliser un ordinateur quantique, pour s'adapter à l'algorithmie. Alors, je ne savais pas que c'était le même algorithme pour chaque machine. J'ai découvert ça ce soir. Mais alors, du coup, raison de plus pour investir dedans. J'ai envie de dire, s'il n'y a même pas un algorithme par machine, c'est le moment de travailler. Et il faut absolument pas que ça reste côté recherche. Il faut absolument qu'il y ait des liens avec les entreprises qui se fassent. Et également qu'on puisse travailler sur l'ensemble des choses. Il faut qu'on puisse acheter des machines entières pour travailler sur ces usages-là, pas que sur certaines briques technologies. L'idée, c'est vraiment de s'approprier pleinement l'ensemble pour pouvoir les utiliser pleinement. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est très riche. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais vraiment récapituler. J'ai trouvé ça hyper intéressant, encore une fois. Merci pour l'invitation. Bon, je pense que là, il faut que vous sortiez de cette salle, avec le cocktail évidemment, mais il faut que vous sortiez en disant j'ai bien compris, le quantique c'est maintenant, il faut vraiment que je m'investisse dessus maintenant. Il n'y a pas que le qubit dans la vie, il n'y a pas que l'idée d'avoir une machine, il y a toute la chaîne de valeur et il y a l'utilisabilité derrière. Voilà.